Chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM, bonjour ou bonsoir, selon votre position sur le globe. Vous l'aurez constaté, nous avons pris l'habitude de tourner l'émission, l'entretien du dimanche, dans un cadre beaucoup plus sérieux. Eh bien, ce dimanche, la réalisation de l'émission a décidé de sortir et d'aller ailleurs. Ailleurs, nous avons trouvé un magnifique restaurant sur la route des pêches, appelé le Grill Spot. C'est là que nous sommes arrivés aujourd'hui pour l'entretien de ce dimanche. Cet entretien sera totalement relax, justement parce que nous avons décidé, l'équipe de réalisation et de production de cette émission a décidé de donner la parole à un acteur des médias, je veux dire un précurseur des médias depuis la démonopolisation de l'espace audiovisuel. Ça fait exactement 20 ans ou un peu plus qu'il a disparu des radars et nous l'avons retrouvé quelque part ici au Bénin. Il va donc partager avec nous son parcours, son expérience, sa vision des médias audiovisuels au Bénin depuis son départ de notre cher et beau pays. Je ne vous donne pas plus d'indices que ça. Vous aurez la possibilité et l'opportunité de découvrir avec nous notre invité ce dimanche. Pendant 52 minutes, nous parlerons médias audiovisuels, nous parlerons de son parcours, comme je l'ai dit, nous parlerons de ses projets et des opportunités qu'il offre désormais au public béninois et à tous ceux qui nous suivent sur Eden Télévision. Son nom, bon, je ne vous donne pas encore son nom, je vais le chercher. Et lorsqu'il va venir, justement, on va mieux se présenter, mieux faire connaissance. Alors, chers collègues, merci beaucoup. Ça fait longtemps qu'on s'est vu, ça fait plus de 20 ans. Depuis Mathusalem. Oui. Tony Tepanou, voilà. C'est son nom, Tony. Bonsoir, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation de Eden Télévision pour cet entretien du dimanche. Merci. Je dirais surtout merci à Eden TV de me donner cette opportunité pour un échange et surtout une certaine analyse de certaines choses. Alors Tony, ce cadre, comment tu le trouves? Il est magnifique, n'est-ce pas? Le cadre il est très beau. Hein? Ouais. Maintenant, je sais que je suis revenu au pays et j'ai plus envie de repartir. D'accord. Alors, nous allons parcourir le cadre. Hein. Vous allez venir, on va s'asseoir au salon. Et au salon, on va commencer notre discussion. Après, on fera le tour du propriétaire. Nous irons au bois et au bas prendre un pot. Et nous finirons par la piscine sèche. Donc, c'est pour nous l'occasion de découvrir ce magnifique restaurant. Mais Tony Tepanou, prenez siège. Merci. S'il vous plaît. Et on va justement parler de vous. Ça fait un plaisir de vous retrouver, Tony Tepanou. Qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver à la télévision? Ça me donne la chair de poule. Oui. Ça me donne la chair de poule parce que c'est bizarre, j'ai jamais eu deux métiers. D'accord. J'ai commencé avec le journalisme. Pour les plus anciens qui connaissent Astérix, c'est comme Obélix qui est tout petit tombé dans la marmite du druide. Donc je suis presque accidentellement devenu journaliste. Donc ça me fait plaisir chaque fois que j'ai l'opportunité. Et pour la petite confidence, quand j'ai fait la télé, la radio, les réseaux sociaux, quand je faisais mon diplôme de journalisme en Angleterre, bon, là, je suis parti d'ici en 2004. On parlera de tout ça. Oui, donc, et quand je regarde comment ça se passe là-bas, que je vois comment ça se passe ici aujourd'hui, je me dis, on est peut-être loin, mais on n'est pas si loin. D'accord. Alors Tony Tepanou, on va aller dans le vif du sujet. Vous êtes parti en 2004, vous l'avez dit. Donc ça fait 21 ans que vous avez disparu des radars. Aujourd'hui, vous êtes revenu au Bénin. Alors quand vous regardez la télévision du Bénin, qu'est-ce que cela vous fait justement? Est-ce que vous avez d'abord eu le temps de regarder? Oui, je regarde un peu. Je regarde parce que comparaison n'est pas raison. Certainement. Mais je me dis, la façon dont LC2 naquit, la façon dont les diverses chaînes de télévision ont surgi comme des champions du jour au lendemain, quand on compare ça à ce qui se fait à l'extérieur, bon, on se dit, honnêtement, hein, honnêtement, non, on est là justement pour voilà, parler il nous reste, et tout ça. On a du chemin, on fait du bon boulot, mais il nous reste à faire. Moi, alors, la grande critique que je ferai, c'est que, je suis désolé de le dire, mais c'est un peu comme les artistes. Hein. On aime le nivellement par le bas. On se contente de peu. Moi, je dis toujours, ma devise, c'est « Sky is the limit ».
le ciel, c'est ma limite. Ah oui. D'accord. Et je me dis ensuite, parce que quand tu vises le ciel, quand tu échoues, tu tombes dans les nuages. Mais quand tu vises les nuages, quand tu échoues, tu tombes par terre, tu reviens par terre. Et c'est ce que je veux que les jeunes de maintenant qui ont mis pied à l'étrier, qui font le journalisme, ils doivent viser haut. Vous voyez n'importe quel jeune, il commence à prendre un peu d'envergure, voilà, et ça stagne. Ok. Voilà. Donc vous voulez dire que vous n'avez pas vraiment de motif de satisfaction. Vous êtes un peu sur. Non, en toute honnêteté, je crois qu'il y a beaucoup de chaînes de télévision. Hein. Ce matin, non pas parce que je suis ici, hein, moi je regarde essentiellement 3 chaînes de télé pour la comparaison. Eden TV parce qu'il y a la radio, il y a les réseaux sociaux et il y a la télé. Oui. Ensuite, l'ORTB, parce que quand j'étais LC2, c'était notre challenger. Voilà. Et quand je quitte ces 3-là, il n'y a plus les autres. Mais la 3e télé que je capte automatiquement, c'est une télé africaine, c'est France 24. Okay, oui, c'est juste pour voir. Pourquoi? Parce que j'aime analyser la façon dont on traite l'information. Oui. Et peut-être que dans cette émission, on aura l'opportunité de revenir dessus. Parce qu'on fait beaucoup de reproches à nos maisons de télévision, mais c'est des gens qui sont braves. D'accord. Ils font avec les moyens qu'ils ont. Et quand vous regardez les moyens qu'ils ont et le travail qu'ils abattent, honnêtement, je suis fier. C'est pas photo. Alors, voilà. Tout pas nous, LC2, l'expérience est morte, si on peut le dire. Malheureusement. Qu'est-ce que ça vous fait de ne plus voir la chaîne 2 sur les écrans? Qu'est-ce que ça vous fait de voir que toute cette génération de présentateurs, il y a vous, Tony Topanou, Franck Roubaud, Personnam, Gracia Mafor Jonas, et surtout Orphéric Frédéric Routondi, qui doit être au Canada aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça vous fait de voir toute cette génération-là totalement effacée? Bon, je dis simplement un seul mot. Oui. Quel gâchis. Quel gâchis. Quel gâchis. Quel gâchis parce que pour les gens qui ont connu LC2, c'était une belle histoire. Mais je crois que LC2 est partie et la télévision est morte de sa belle mort. Pourquoi? Parce que c'est un peu un miracle. Et comme on le dit, les miracles ne durent pas. C'est un peu un miracle et ça a été la première télévision dans la sous-région à l'ère de démonopolisation. Donc nous, en tant que journalistes... Vous étiez les précurseurs. Voilà. Ouais. Bon, moi je suis... Si j'ai 1 minute, je vais dire comment je suis devenu journaliste à LC2. Oui, c'est intéressant pour nous. Il y avait une pièce de théâtre au cinéma Vogue. Oui. Et je suis rentré dans la... C'était en ce moment Marceline à bord. Oui. Et vous savez... Toutes leurs pièces sont faites en vernaculaire, en langue locale. Oui. Et j'avais devant moi 3 blancs, 3 expatriés, qui étaient en train de suivre, mais qui ne comprenaient pas. Et je les regardais, je les observais pour voir s'ils allaient au moins... Parce qu'il y en a qui essayent de parler un peu notre langue, mais ils parlaient français. Et il y a la dame qui disait au monsieur, si on pouvait comprendre ce que cette dame disait, ce serait intéressant. Donc du coup, j'ai commencé à leur interpréter ce que ça disait. Oui. Et à la fin, la dame m'a dit, mais vous parlez bien français? J'ai dit oui, mais je suis étudiant. J'étais encore étudiant à l'université, je faisais anglais. Et à la fin, elle m'a dit, bon, venez me voir, moi, mon nom c'est Magali Strassel. Je suis directrice générale d'une nouvelle télévision qui va apparaître bientôt. Ça s'appelle LC2. Et boum, c'est parti. C'est pour ça que je suis devenu journaliste à LC2. Bon, donc j'ai été un peu formé sur le tas par un douanier que je respecte beaucoup et que je remercie particulièrement parce qu'il m'a donné le goût du journalisme, le goût du travail bien fait et le goût de la passion pour la profession. Parce que si nous suivons l'argent, on n'ira pas loin. Mais la plupart de tous ceux qui ont travaillé pour LC2, on faisait non pas par passion. Par passion, oui, c'est tout. Et ça se remarquait d'ailleurs parce que dans la période, c'est vrai qu'il n'y avait pas encore la forte concurrence, mais toute la jeunesse était agrippée. Oui, c'était des jeunes, on était des fous. Ouais. Ah oui, on était des fous, on avait de belles idées. Bon, ne me demandez pas pourquoi LC2 est morte, parce que je ne saurais vous le dire. Oui. Moi, je suis simplement parti vers quand j'ai senti le déclin. Non pas parce que j'ai bien... Après, bon, on a dit que comme le navire a commencé à prendre de l'eau, alors qu'en fait, c'est pas ça. On va pas là que vous avez senti le déclin. Oui, j'ai senti le déclin. Vous n'apportez pas de l'eau pour de ceux qui pensent que c'est parce que vous avez senti que ça finissait. Vous avez dû partir. Vous savez, je ne suis... Bon, je ne justifierai rien et je ne dénierai rien. Je suis simplement parti de LC2 pour une seule raison.
retrouvait plus dedans. Parce que LC2, c'était des émissions type. Oui. Les gens appelaient. Il y avait une émission où tous les matins, les gens appelaient pour dire ce qui n'allait pas. Okay. Il y avait une émission pour les jeunes. C'est-à-dire que toutes les couches de notre société se retrouvaient dedans. Et du jour au lendemain, poum, il n'y avait plus d'émissions pour les jeunes, Oui. il n'y avait plus d'émissions pour les adultes, il n'y avait plus d'émissions pour les seniors. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ça, c'est à la direction. Des raisons politiques? Non, je ne dirais pas politique, mais je crois que c'est des choix. Parce que moi, je dis toujours donc, une chose. les choix éditoriaux ont changé entre-temps. Probablement. Parce que nous notre travail, j'ai même vu un de vos techniciens avec qui j'ai fait LC2. Et voilà. Nous, on était là, on voulait simplement faire notre boulot. Et on ne demandait qu'une seule chose, laissez-nous. Voilà, et faire plaisir au public. Parce que le public aimait. Oui. Le public aimait. La chose, c'est quoi? Il ne faut pas copier bêtement ce qui se fait à l'extérieur. La télévision, c'est la proximité. Oui. Et en toute honnêteté, je n'ai pas encore vu ça. Quand je suis arrivé, c'est ce qui fait en fait l'originalité d'une télévision. En Afrique, c'est ça que la bonne dame qui est assise au bord de la route, qu'est-ce qu'elle veut voir? Elle veut voir son quotidien. Oui. Que les politiciens te crêpent les chignons. Elle, à la limite, je m'excuse du terme, elle s'en fout. Mais elle veut voir son quotidien. Donc vous voyez que ça manque sur nos télévisions aujourd'hui? Il manque honnêtement. Hein. C'est ça qui manque. Il faut beaucoup plus de proximité. Les gens appellent ça les chiens écrasés. Moi, je vais vous donner, ce n'est pas de la publicité que je fais pour une chaîne, mais il y a une chaîne française, 24 heures sur 24. Il y a un crime dans une localité, la caméra est là-bas. On en parle. Mais c'est ça qui fait que le public sent que c'est concerné par l'organe qui est dans son environnement. Absolument. Oui. Donc c'est pour ça, moi je suis parti, je suis arrivé en Angleterre et ça me fait sourire chaque fois que j'en parle. Parce que je suis arrivé en Angleterre, je voulais faire... On parlera de votre périple en Angleterre tout à l'heure, voilà. Tony Topanou, mais nous restons encore au Bénin sur l'aventure LC2, parce que les jeunes qui ont aujourd'hui 40 ans n'ont pas vraiment connu LC2, n'ont pas connu vraiment cette génération d'animateurs et tout ça. Quel est votre plus grand regret aujourd'hui, après être parti ou à part partir de LC2? Votre plus grand regret, Tony Topanou? Mon plus grand regret, c'est de n'avoir pas fait de vieux os à LC2, comme les doyens, comme les Gérard Migan. On a des références, hein? Oui. On a des dinosaures des médias. Quand je vois les Marcel Tchobo, c'est des gens que, qu'on le veuille ou non, lui c'est mon mentor, parce que c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, et vraiment je le remercie énormément. Je ne sais pas, voilà, merci, les Niquez Miguel. Voilà, j'aurais aimé être un dinosaure comme eux avec LC2. Malheureusement, nul n'est prophète chez soi, et on ne fait pas toujours ce qu'on a envie de faire, mais parfois la nature prend des décisions pour vous. D'accord, mais vous avez quand même de gros souvenirs de la chaîne 2, absolument. Tony Topanou. Absolument. Alors dites-nous, partagez avec nous les plus grands souvenirs que vous avez, qui vous reviennent pendant qu'on en parle. Non, un grand souvenir, c'est que, en même temps, ça dit, sans le savoir, on était précurseur de ce qui se fait maintenant. Au moment où nous on faisait la télévision, en Europe, c'était le caméraman, il est caméraman. Le présentateur, il est présentateur. Le journaliste, il est journaliste. Le reporter, il est reporter. Il n'y avait pas de polyvalence. Mais nous, à notre époque, il n'y avait pas assez de sous. Donc, une seule personne. Moi, j'étais présentateur. Je présentais le journal télévisé. J'étais reporter. J'étais animateur. Et il arrive même des fois où, quand le caméraman a besoin de support, vous êtes obligé de l'aider. Donc on faisait tout cela par passion. Mais aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a les JRI, journalistes, reporters d'images. Donc on était un peu, qu'on le veuille ou non, un peu précurseur de tout cela. On le faisait par passion, mais on ne savait pas en ce moment que cela. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai fait plaisir au public. Et ça, c'est ma plus grande satisfaction. Tout le monde ne peut pas vous aimer, et vous ne pouvez pas aimer tout le monde, et vous ne pouvez pas en vouloir au monde. La vie, c'est ça. Mais LC2, ça a été ma plus grande et ma plus belle expérience. D'accord. Les autres collègues, qu'est-ce qu'ils sont devenus? J'ai vu que récemment, M. Frédéric Offray-Contonji était candidat pour diriger la SRTB. J'ai vu son nom parmi les candidats. Est-ce que vous avez gardé le contact avec tous les autres? Franck Mbo, Fidèle Audio? Oui, malheureusement. Bon, j'ai été à Paris, j'ai pas eu la chance de voir Fidèle Audio. On s'est parlé au téléphone. Je
n'ai pas eu la chance de voir Franck Umbo. On s'est parlé au téléphone, mais j'ai vu Fabien, je crois. Et on avait un animateur qui faisait un peu de spectacle. Il s'appelle Serge Medagwe. Oui. Lui, on s'est vu. Machiavelli. Voilà, Machiavelli, oui. Voilà. Oui. On s'est vu, mais je n'ai pas véritablement vu d'anciens collègues de LC2. Finalement, chacun ses braises, quoi. Oui, voilà, bon. Vous savez, on s'est séparés. La seule personne que j'ai vue et que j'ai suivie jusqu'à son décès, paix à son âme, c'est Hélène Ousso. Parce qu'on a gardé des liens très, très, très serrés. Oui. Quand elle était malade, j'ai été jusqu'à Paris, j'étais en France, je l'ai vue, je suis resté avec elle jusqu'à son dernier soupir. On continuait de converser. À part ça, bon, Frédéric, il était au Canada, on s'est perdu de vue. Marie-Hubert Agbo, paix à son âme. Ginette Dagba, paix à son âme. J'ai plus jamais revu Brigitte Dekadievi, Gracia Mafor, paix à son âme. Et c'est mieux de garder les bons souvenirs. Bien sûr. Est-ce que vous rappelez aujourd'hui pour refaire l'expérience LC2, est-ce que vous accepteriez? J'accepterai volontiers. Vous accepteriez? Absolument. J'accepterai volontiers. Pourquoi? Parce que j'ai eu la chance, avec mon expérience d'ici, dans l'espace latin, j'ai eu la chance de faire l'espace anglo-saxon. Je suis resté dans l'environnement anglo-saxon. J'ai vu un peu comment la télévision se faisait. J'ai vu un peu comment les choses se faisaient. Et pour la petite histoire, je suis arrivé, j'ai voulu faire le journalisme. Ils m'ont dit, ce que vous faites là-bas, ça, c'est pas encore le journalisme. Ça. Et un vieux papa comme moi, déjà, les choses là, près de la cinquantaine, j'ai été obligé de faire tous les diplômes, le BEPC anglais, le bac anglais. À votre âge? Ah, malheureusement, oui. Bon, et j'ai fait l'université avec des gamins qui avaient l'âge de mon fils. Donc, mais la bonne chose, c'est que malgré mon âge, et j'ai le certificat qui l'atteste, je suis sorti avec honneur. Major de votre Ah oui, je suis major avec l'honneur du jury. Et parce que je me dis une chose, l'Africain n'est pas un paresseux. D'accord. L'Africain n'est pas un paresseux. Mettez-le dans les conditions idoines et vous serez surpris de ce qu'il peut faire. D'accord. Voilà. Mais comme vous êtes parti, Tony Topanou, nous également on va partir. Donc on va faire le tour, comme je l'ai dit, de l'espace. Et dans ce tour-là, vous nous parlerez justement des raisons pour lesquelles vous êtes parti, de votre périple en Angleterre. Vous avez commencé déjà par le dire, mais on ira un peu plus en profondeur. Donc si vous le permettez, il faut bien que les téléspectateurs sachent que nous avons pris la décision de discuter vraiment dans une ambiance relax, bon enfant, sans grande difficulté. Alors Tony Topanou, dites-nous pourquoi vous êtes parti. Pourquoi vous êtes parti? Non, en fait, comme je l'ai dit, je suis surtout parti parce que, en toute honnêteté, avec LC2, la première raison, c'est que les émissions qui faisaient vraiment l'âme de LC2, ces émissions ont été supprimées. Les émissions principales pour lesquelles le public suivait LC2, ces émissions ont disparu, oui. Et du jour au lendemain, évidemment que si ces émissions disparaissent, la télévision c'est quoi? C'est commercial avant tout. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est la pub. Il n'y avait plus de pub et quand il n'y a plus de pub, il n'y a plus de salaire. Et quand il n'y a plus de salaire, ça devient difficile. Bien sûr. Et le salaire est devenu une pension qu'on percevait presque tous les 3 mois. Un peu comme par hasard, quoi. Voilà. Donc, mais pourquoi vous avez choisi d'aller en Angleterre, Tony? Parce qu'il y avait d'autres pays, il y avait la Côte d'Ivoire, il y avait le Sénégal, mais vous avez décidé d'aller jusqu'en Angleterre. Oui, bon, parce que aller quelque part, c'est-à-dire, il faut apprendre à sortir de son confort. Il faut quitter notre zone de confort et il faut aimer les challenges. J'ai fait l'anglais que moi j'ai fait à Calavi, je suis arrivé là-bas. Vous avez oublié ça complètement. Vous avez tout repris à zéro, même l'anglais. Oui, tu fais. Le good morning que toi tu dis ici, ce n'est pas ça que tu iras dire là-bas parce que la particularité de l'Angleterre, c'est que dans le sud de l'Angleterre, à Londres par exemple, ils parlent le Hackney. Et ça, c'est ce qu'ils appellent le Queen English ou le King English, l'anglais académique. Quand tu remontes vers le centre, c'est les gens de Birmingham, les gens du centre, ils ont donc, et un peu vers le nord, là où moi je suis, là où j'étais, c'est les gens du Yorkshire. Donc, chaque dialecte a impacté un peu l'anglais. Donc, celui du sud, par exemple, quand il parle à quelqu'un du nord,
Le gars il ne comprend presque rien. Moi, j'ai choisi d'aller parce que je voulais sortir de ma zone de confort et aller connaître autre chose. C'est l'Angleterre qui vous a intéressé? Oui, c'est l'Angleterre qui m'a intéressé parce que j'ai toujours voulu, parce, entre autres, hein, je suis scénariste, correcteur de scénario. Voilà. J'ai toujours été impressionné par Shakespeare, la façon dont il écrit. Et je me suis dit, non, mon rêve, c'est de faire un film totalement en anglais. Là, je suis en train d'écrire le scénario. On va en parler tout à l'heure, dans les projets, les perspectives que vous avez. Absolument. Tout ça. Et donc, vous avez fait 20 ans en Angleterre. Voilà. 20 ans, c'est beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. C'est toute c'est plusieurs générations, pour ne pas exagérer. Oui, c'est énorme. Et pendant les 20 ans, qu'est-ce que vous avez fait concrètement, Tony Topano? Non, concrètement, je me suis consacré. La réalité, il ne faut pas que quelqu'un vienne de l'Europe et vienne nous mentir. Quand tu es un Africain et que tu arrives là-bas, tu graftes, comme disent les Anglais. C'est-à-dire, quand tu vas en Europe, tu travailles dur. Quand ce que tu sais faire, tu ne l'as pas, fais ce qu'il y a. D'accord. Comme dirait l'autre, quand tu n'as pas ce que tu veux, tu te contentes de ce que tu as. Merci. Mais qu'est-ce que tu as fait alors? Moi, j'ai fait un peu des formations professionnelles. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Pour les téléspectateurs. Moi, j'ai fait un peu tous les boulots. D'accord. J'ai fait un peu tous les boulots. J'ai fait, que ce soit service client, j'ai fait, que ce soit travailler dans des entrepôts, je l'ai fait. J'ai travaillé pendant plus d'une dizaine d'années. J'ai travaillé de nuit. Je commençais parfois à 19 h, je finissais à 7 h du matin sans dormir. Et surtout quand j'ai voulu faire mon diplôme, parce que faire l'université, c'est pas comme ici où tout le monde veut aller à l'université. Oui. En Europe, l'université, c'est un choix. Quand tu choisis de le faire, il faut avoir minimum 9 millions, c'est entre 9 et 12 millions par an. Et pour financer ça, quand tu n'as pas la chance d'avoir des parents qui sont assez aisés pour attacher les chiens avec des croquettes, des sponsors qui sont prêts à aider, tout ça. Vous êtes obligé de travailler. Moi, j'ai pu faire le diplôme, je faisais le travail jusqu'à 16 h. Oui. Je faisais l'université jusqu'à 16 h et de 16 h jusqu'à 22 h ou parfois au petit matin. Mais ça, c'est rude, hein? Vous passez tout le temps à étudier, vous avez dit quelle heure à quelle heure? Non, de 9 h à 16 h, je faisais l'université pour le diplôme de journalisme. Et de 16 h, je commence à travailler. En général, vers 17 h, je finis à 22 h, 23 h et je rentre chez moi, dormir un peu et voilà quoi. Alors Tony Topano, comment vos études de journalisme se sont passées concrètement? Parce que vous avez dit que vous avez repris le BEPC anglais, tous les diplômes, et que vous vous êtes retrouvé dans une salle de classe avec mes enfants. Et puis finalement, dans cette ambiance, vous êtes sorti major. Absolument. De votre promotion. Racontez-nous un peu comment vos études en journalisme se sont déroulées en Angleterre. Ça a été impeccable. Pourquoi? D'abord, c'est ça qu'il va falloir qu'on essaye de faire. C'est-à-dire que il faut... Moi, la première année, d'abord, quand tu veux faire le journalisme, tu consacres 1 an. Quand je dis 1 an, c'est la première année, tu fais presque exclusivement loi et journalisme. D'accord. Et ça nous manque énormément ici. Loi et journalisme. Ça nous manque énormément. Absolument. Ça nous manque énormément. Pourquoi? Parce que j'ai le droit de te critiquer. Oui. J'ai le droit de te calomnier. J'ai le droit de te diffamer. Mais toi, tu as le droit d'exiger que j'apporte les preuves. D'accord. Donc, la responsabilité. En fait. Absolument. Absolument. Et c'est ça qui manque à beaucoup surtout sur les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas un fan de réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que quand je lis les choses qui s'y passent, ça m'irrite, ça me hérisse, ça m'urtique. Parce que tu vois des gens, vous dites des choses, mais on vous dit sortez la preuve, vous ne pouvez même pas sortir la preuve, on vous enferme et tout de suite c'est le tollé, en violation ici, Non, si tu penses que tu as le droit de diffamer l'autre, de dire ce que toi tu ne sais pas, l'autre a le droit d'exiger que tu portes les preuves. Quand tu n'as pas apporté les preuves, si c'est une calomnie, tu subis la loi. Si c'est une diffamation, tu subis la loi. Basta. Donc la première année, j'ai fait loi et journalisme en majorité. Et là, ça m'a permis d'aller dans les tribunaux, de suivre, d'apprendre comment on fait un reportage d'un cas d'homicide, un cas de calomnie, un cas de viol. On te dit comment on fait, qui est-ce que tu ne dois pas montrer à l'écran, quel nom tu ne dois pas écrire et dans quelles conditions tel nom peut sortir. C'est des choses, je parie, hein.
je parie que très peu de journalistes savent cela ici. Oui. Très peu. Et donc la première année, c'est ce qu'on a fait presque exclusivement. La deuxième année, j'ai fait journalisme d'investigation. D'accord. Et ça m'a permis de travailler avec certaines universités, surtout en Inde et choses là. Et on a créé un réseau où on échangeait des sujets, on faisait des reportages. Et vraiment, la chose, c'est là que je me suis rendu compte que l'Afrique ne se vend pas. Vous voulez dire quoi concrètement quand vous dites que l'Afrique ne se vend pas? Parce on aurait pu se vendre comment? Oui. Non, la visibilité de l'Afrique est quasi nulle. Heureusement que maintenant, je ne suis pas politicien, hein, mais je dis les choses que je vois. N'en déplaise quiconque, je dis ce que je vois. Aujourd'hui, voilà. Vous êtes là pour dire ce que vous voyez. Aujourd'hui, au moins, le Bénin commence à avoir un peu de visibilité. Et c'est ça qui fait justement que quand une petite chose se passe, on peut l'amplifier. Et c'est déjà une bonne chose. Mais les gens ne connaissent pas le Bénin. Les gens ne connaissent pas le Bénin. Et je ne sais pas pourquoi. Parce que quand tu prends l'exemple de l'Angleterre, qu'est-ce qu'ils connaissent de l'Afrique? Tu sais, c'est le safari. C'est tout ce qu'ils connaissent. C'est tout. Ils connaissent le safari, ils connaissent l'Afrique du Nord parce que c'est tempéré. Quand ils veulent fuir le froid, ils vont en Tunisie, ils vont au Maroc, ils vont à la limite en Égypte. Mais par l'heure du Bénin, ils ne savent même pas ce que c'est. Il y a une dame avec qui je travaillais, elle me demande, est-ce que en Afrique, au Bénin, vous avez aussi des immeubles? Voilà. Mais elle pense qu'il n'y a que la forêt, c'est ça? Oui, mais en Afrique. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la pornographie de la misère. D'accord. C'est un terme journalistique pour dire, on voit très souvent, quand vous regardez la télé, qu'est-ce qu'on montre du Bénin, de l'Afrique? La télé internationale, vous le dites. Voilà. Oui. Qu'est-ce qu'on montre? On montre les guerres. Oui. Aujourd'hui, quand vous ouvrez n'importe quelle télé, c'est la guerre RDC, M23. Oui. Il est rare de s'asseoir devant sa télé et de voir un reportage sur une belle zone dans un pays. C'est pour ça que vous parlez de proximité dans les programmes de télévision. Voilà, il faut montrer les belles choses. Absolument, parce qu'on a trop de joyaux dans nos pays. Dans nos pays en Afrique, notamment au Bénin, on a trop de belles choses. Mais la pornographie de la misère fait qu'on ne montre que les guerres, on ne montre que la famine, on ne montre que les maladies. Alors, mais est-ce qu'à un moment donné, Tony Topanou, l'envie vous est arrivée d'arrêter tout ça? Est-ce que quelque chose vous a, pendant 20 ans quand même, en dehors de votre pays et en Angleterre, dans un contexte que vous décrivez, est-ce que vous avez eu envie à un moment donné de dire stop, j'arrête? Plusieurs fois. Plusieurs fois? Plusieurs fois. Mais comme j'ai dit, sky is the limit. Et tant que je n'ai pas atteint les nuages, je n'arrêterai pas. Je n'arrêterai pas. D'où où est-ce que vous trouvez cette énergie, cette force de dire ça? Parce que, paix à son âme, le général Kérékou disait, tant qu'il est à faire, rien n'est fait. Voilà. Moi, je me dis une chose, c'est un exemple que je donne à mes enfants. Je dis à mes garçons, moi, j'ai été vieux avant de passer le diplôme de journalisme. Et je l'ai passé brillamment. J'ai été le premier d'une promotion où des gens qui avaient votre âge étaient mes collègues. Et si j'ai pu le faire, vous devez le faire. Donc, il faut toujours viser plus loin. Chercher à aller. Il faut être ambitieux. Voilà. Il faut être ambitieux et aimer les belles choses. Et moi, je me dis, je ne peux pas m'arrêter. Si je ne peux pas continuer avec le journalisme, je vais continuer avec l'écriture parce que j'ai un cerveau qui crée énormément et je ne peux pas m'arrêter de créer. Donc, c'est l'ambition qui vous a amené à vous surpasser chaque fois que vous avez eu envie d'arrêter, ou bien vous aviez eu honte, ou bien vous avez eu peur qu'on dise il est parti et voilà, ça n'a pas marché, et il a échoué. Sur quoi le Béninois vous juge quand vous avez voyagé et que vous revenez? Le Béninois vous juge par quoi? Ben, par ce que vous avez ramené, par la personnalité que vous êtes devenu et tout ça. Est-ce qu'il a une grosse voiture? Oui. Est-ce qu'il a une belle maison? Oui. Et d'Ayovoa, est-ce qu'il est revenu avec une blanche? Oui. OK? Donc le Béninois vous juge surtout sur le matériel. Ben, ce qui est visible. Voilà. Oui. Alors que l'homme est plus que le matériel. La richesse de l'homme, c'est dans sa tête. Oui. Moi, je n'ai pas arrêté parce que je me dis, j'ai quelque chose à apporter à mon pays. J'ai eu la chance, avec l'expérience que j'ai eue ici, j'ai eu la chance de voyager. J'ai eu la chance de frotter ma connaissance à la connaissance du blanc. Oui. J'ai eu la chance de frotter mon expérience à l'expérience des autres. Pourquoi ne pas revenir dans mon pays et partager cette expérience avec ceux qui sont encore là? Moi, je suis désolé de le dire. Hein. Oui, allez-y. Il faut... La plupart des journalistes, oui. Et c'est Français Béa. Vous voulez dire des journalistes béninois? Les jeunes journalistes d'aujourd'hui. Oui. Comment ça? Non, je le dis, non, mais je le dis parce que
Pas plus tard que ce matin, j'étais assis devant une chaîne dont je tais le nom. Oui. En moins de 10 minutes, le monsieur, il a fait 2 ou 3 fautes grammaticales. Moi, je me dis, parfois, vous avez des accroches langues, vous trompez. Oui. Mais là, il ne s'est pas trompé. Quand vous faites une faute de concordance de temps, vous ne vous êtes pas trompé, vous ne savez pas. C'est simple. Ça veut dire simplement quoi? On doit continuer de se cultiver. Et c'est là que je vois que la HAC aussi a un rôle à jouer. Quel est son rôle, selon vous? Ce rôle, c'est de tout faire. Vous suivez un peu comment la HAC fonctionne dans le pays? Oui, c'est-à-dire, il leur faut chaque année faire une formation des journalistes. Mais Tony Tapano, ce n'est pas la HAC qui vous a formé. Vous avez décidé d'aller vous faire former. Oui. Est-ce que la formation, ce n'est pas un choix personnel? Doit-on attendre la HAC pour se faire former? On n'a pas besoin. C'est ça justement, parce que l'État-providence n'existe plus. Oui. La HAC, le travail de la HAC, puisque c'est la haute autorité de l'audiovisuel. C'est une institution de régulation. Très bien. Ouais. Maintenant, la HAC peut aussi essayer de former les journalistes, regrouper les journalistes. Pourquoi je dis former? C'est-à-dire que ce n'est pas prendre quelqu'un et l'envoyer forcément en Europe ou chose là. Non. On peut faire des formations décentralisées. Vous prenez les journalistes du Sud, ils frottent leur expérience et vous invitez des personnes des sachants. Je ne dis pas des bien-pensants parce que je n'aime pas trop les bien-pensants. Les sachants. Ils donnent leur expérience, ils échangent. Moi, je te fais... Vous serez disponible, vous, si on vous appelle à le faire, Tony Tapano? Je le ferai. C'est là que vous demandez de venir partager votre expérience. Je le ferai avec plaisir. Parce que j'ai fait LC2. La plupart, vous l'avez dit au début de l'émission, la plupart des jeunes ne connaissent pas LC2. LC2, oui, bien sûr. Et il faut avoir connu LC2 pour savoir qu'il y a une différence entre la passion... Ce n'est pas une affaire d'époque non plus. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, ce n'est pas l'époque des LC2. Donc, vous n'allez pas leur en vouloir de ne pas connaître LC2. Non, pas du tout. C'est simplement parce que ceux qui ont vu LC2 savent connaissent ce qu'on appelle la passion. Il n'y avait pas le salaire, mais les gens s'échinaient. On entend à 6 h du matin, à 2 h du matin, à 6 h du matin, on reçoit un coup de fil, on court avec, même si c'est homme, parfois on prend même Zémédian pour aller sur le lieu où la chose. Vous ne gagnez pas de l'argent, peut-être, mais bon, peut-être que vous gagnez d'autres choses qui sont connexes à l'argent et qui vous arrangent également, Tony Tapano. Sinon, oui, non, on connaît ça. Oui, en toute honnêteté, hein, je ne sais plus si cela se fait encore, parce que à défaut de pouvoir prendre un salaire mirobolant ou un salaire qui vous permettrait de vivre à l'aise, on avait, parfois quand vous allez sur des reportages, vous avez les perdièmes. C'est une façon, voilà, vous avez de petits émoluments. On ne fait pas la promotion de ça, parce qu'en fait, ça contingente également le journaliste qui prend un perdième, il est obligé dans le traitement de l'information de ne pas être objectif. Non, honnêtement, je ne pense pas. Il y a une chose, ce n'est pas parce que moi je vous donne de l'argent et que vous acceptez l'argent que vous devez forcément chanter ma chanson. Il est vrai que c'est compliqué. Celui qui tient votre ventre tient votre tête. Mais les perdièmes, ce n'étaient pas des politiciens qui l'offraient. Les perdièmes, c'est surtout les structures internationales ou les structures gouvernementales. Bon, je ne sais plus. Moi, ça continue, je vous rassure. Ça continue toujours. Ne vous en faites pas. Alors, nous allons aller au bar. On va étancher un peu notre soif. Mais Tony, je suis quand même curieux de savoir pourquoi vous êtes rentré. Parce que ça aussi, c'est une grosse question. Après avoir fait... asseyez-vous. Merci. Prenez place, Tony Tapano. Nous sommes justement au bar de Grill Spot. Encore une fois, je rappelle que c'est sur la route des Pêches, magnifique cadre que nous découvrons et qui nous permet de faire cette émission de façon relaxe. Alors Tony, vous auriez pu trouver un emploi en Angleterre, vous auriez pu vous installer totalement et travailler. Pourquoi vous avez décidé de rentrer au pays? Il est vrai qu'il y a beaucoup de Noirs en Angleterre. Mais moi je suis fondamentalement patriote. D'accord. Absolument patriote. Mais ça ne vous a pas empêché de faire 20 ans à l'extérieur. Oui. Vous auriez pu vous établir totalement. C'est ça que je dis. Oui, j'aurais pu m'établir, mais si je suis revenu, c'est parce que je me dis, je ne peux jamais oublier la terre de mes ancêtres. Ou bien parce que vous n'avez pas trouvé de l'emploi là-bas? Non, j'aurais pu parce qu'au moins, l'Europe a cela de bien que vous n'avez pas forcément besoin d'être blanc ou noir ou chose là. La particularité de l'Angleterre, par exemple, l'anglais ne dit pas sa couleur de peau. Quand bien même le racisme existe, hein? Le racisme existe. L'anglais, qu'est-ce que tu m'apportes de plus? Et c'est ça et c'est cette mentalité que nous devons changer parce que nous devons tout faire pour reformater les mentalités, surtout en Afrique.
Et pour en revenir à mes projets, j'ai écrit un livre là. On parlera de vos projets voilà. tout à l'heure. Il faut reformater les mentalités, parce que quand l'Africain te voit, il voit d'abord tes défauts. À la différence du blanc, le blanc voit ce que toi tu peux lui apporter. Donc tes défauts, il s'en fout. Il se dit qu'est-ce que je vais avoir, qu'est-ce que je vais gagner chez lui. Et c'est ce qu'il fait. C'est ce qui fait qu'ils seront toujours devant, et nous on va toujours continuer de courir tant qu'on ne va pas laisser l'esprit de critique et embrasser l'esprit critique. Voilà. Mais vous avez obtenu vos diplômes en journalisme, vous avez été major de votre promotion, vous l'avez dit. Une chaîne aurait pu vous employer, Tony, parce que en fait, quelques indiscrétions nous disent que c'est difficile pour les Africains, notamment dans le milieu des médias, de trouver de l'emploi. Outre-mer, en Angleterre notamment, si vous ne remplissez pas un certain nombre de conditions, peut-être que vous avez été confronté à ça. Absolument, absolument. La réalité, c'est quoi? On ne se cache pas. On ne se cache pas derrière son petit doigt et on ne cache pas sa nudité à la jarre de la douche. Absolument, je suis d'accord. La réalité, c'est que c'est difficile, à partir d'un certain âge, de trouver du boulot dans les médias. Quand vous êtes dedans, on peut vous laisser... Vous avez des journalistes, vous avez des présentateurs qui sont vieux. Hein? Oui, qui sont vieux. Ah oui. Mais quand vous avez un certain âge, avant de pouvoir rentrer dedans, c'est compliqué. Et la réalité, c'est quoi? C'est un problème de réseautage. Quand vous n'avez personne dans le réseau, et vraiment, il faut que Jésus descende pour faire son miracle. Quelle que soit votre qualité? Alors, il faudrait vraiment que vous soyez super excellent. Mais vous étiez major. En toute honnêteté, j'étais major, mais j'avais déjà la cinquantaine. D'accord. J'avais déjà la cinquantaine. C'était un handicap. Et quel anglais, moi je suis pragmatique et honnête. Quel anglais, moi, je vais parler qui sera... Moi, je parle anglais de façon fluctuante. Hein. J'ai même fait des boulots de traducteur. Mais quel anglais, moi, je vais parler aujourd'hui? Et qui va dépasser l'anglais que le petit anglais qui a eu le même diplôme que moi, qui est né dedans, il connaît les tournures. Quel anglais, moi, je vais parler? Donc, quand vous voyez tout cela, vous vous dites, avec l'anglais que je connais, parce que je suis bilingue, avec l'anglais que je connais, l'expérience que j'ai eu à glaner par-ci, par-là, je crois que je suis beaucoup plus utile sur la terre de mes aïeux, parce que c'est un pays, d'ici quelques années, on sera surpris. Et le Béninois a toujours surpris, et ce n'est pas demain qu'il fera différemment. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le critère de la couleur de peau qui vous a empêché de prospérer dans le milieu des médias en Angleterre? C'est compliqué de le dire. C'est-à-dire que quand vous regardez, moi je parle surtout de l'Angleterre parce que c'est là que j'ai vécu. Absolument, oui. Vous avez les Noirs sont sous-représentés, sans nul doute. Ça, c'est clair. C'est clair, les Noirs sont sous-représentés. Ceux qui sont surtout représentés, c'est les gens de la communauté LGBT. D'accord. Voilà. Bon, je ne dirai pas plus, mais les Noirs sont sous-représentés. Les minorités ethniques, voilà, c'est le mot que je cherchais. Les minorités ethniques sont sous-représentées. Et je crois que le Noir sera beaucoup plus utile s'il revenait aux racines. Il sera beaucoup plus utile chez lui. Voilà, donc c'est pour ça que vous avez décidé de revenir au Bénin. Vous êtes revenu définitivement ou bien vous avez juste fait un break? C'est difficile à dire. Hein? C'est difficile, c'est difficile à dire parce que j'ai beaucoup de projets. Et le tout dépendra de la tournure que les choses vont prendre. Pourquoi je dis cela? Parce que ça me peine de le dire. Les choses vont très vite, très lentement dans ce pays. Malgré la bonne volonté des dirigeants, c'est pour ça que je parlais de reformatage des mentalités. On doit reformater la mentalité. Les gens doivent comprendre que c'est nous qui devons faire quelque chose pour notre pays et notre pays faire quelque chose pour nous. Les Blancs ne nous ont pas attendus pour ça, hein, non? C'est eux, ils apportent quelque chose à leur pays parce qu'ils ont l'amour du pays. Est-ce que nous avons l'amour du pays? Je ne le pense pas. Voilà, on n'est pas patriote. C'est le sentiment que vous avez le sentiment qu'on n'est pas patriote? On n'est pas assez patriote. D'accord. Oui, parce que le patriotisme, ça se vit, ça ne se dit pas. On ne vient pas devant les caméras pour crier son patriotisme. C'est l'acte de tous les jours qui montre que vous êtes patriotique, que vous aimez votre pays. Et il faut faire quelque chose de tangible. Moi je me dis une chose, moi j'ai plein de projets. J'ai pas envie de me voir forcé de fuir, d'aller au Togo ou d'aller en Côte d'Ivoire, comme beaucoup l'ont fait, pour aller
mettre en marche mes projets. Parce que je sais que c'est des projets qui sont assez intéressants et qui vont aider le pays, qui vont servir le pays. D'accord, nous allons parler de vos projets, Tony. On va finir, ça va être certainement la dernière étape de cet entretien. Ça nous permet de faire le tour, hein, de découvrir un peu ce que nous faisons et tout ça. Alors ici, dans cet espace, il y a la piscine sèche, c'est comme ça que je l'appelle. Donc les téléspectateurs qui ont envie de venir peuvent toujours s'installer et discuter et voir un peu. Alors Tony, nous allons nous asseoir ici pour parler maintenant de tes projets, Tony Topano. Alors vous dites, c'est un peu familier, mais bon, vous dites que vous avez beaucoup de projets. Alors parlez-nous de vos projets. Voilà. Je vais déjà commencer par dire que les téléspectateurs ne soient pas offusqués. Ouais. Quand tu dis tu, oui, bien sûr. Et après c'est le vous. Parce que après, derrière les écrans, c'est toute une autre vie. Oui. Et donc là, mais moi, c'est toute une autre histoire. Et ça m'arrive rarement en fait. C'est pour ça que je suis obligé de... Mais comme le cadre a changé, et voilà. Et le contexte aussi, bon, donc absolument, on peut tolérer ça. En fait, honnêtement, moi, je n'aime pas trop le voussoiement, parce que le voussoiement met une barrière. Et pour une discussion honnête et franche, je préfère, quand vous vous connaissez, tu mets le professionnalisme à la télé, c'est dire le vous, pour ne pas heurter certaines sensibilités. Vous l'avez compris. Voilà. Alors, quels sont vos projets pour les projets, d'abord, moi, je n'ai fait que les médias toute ma vie. Hein, et je n'ai fait, comme j'ai dit, j'ai un film sur l'excision. L'excision. Sur l'excision. J'ai un film, le scénario, je l'ai terminé. Le projet a été budgété. OK, et tout ce qui me manque, c'est de pouvoir soulever les fonds nécessaires pour pouvoir faire ce film-là. Parce que quand vous regardez... parle de quoi, alors, en fait, c'est un film sur l'excision. Oui. Alors, c'est l'histoire d'une petite fille, rapidement. Hein. C'est l'histoire d'une petite fille qui a été excisée par sa tante parce qu'elle a été excisée pour se venger. Elle a voulu exciser la fille de sa sœur. Et elle a tout fait pour exciser la petite. Et la petite en est décédée. Elle a été au tribunal. L'affaire a été au tribunal. Pourquoi? Parce que la mère de l'enfant a tué celle qui a excisé sa fille, parce que c'était sa fille unique. Et elle-même, ayant été excisée, elle a eu des affres de l'excision. Donc en fait, c'est un film qui montre les méfaits de l'excision, les conséquences de l'excision, parce que ce n'est pas que clinique, ce n'est pas que médical, c'est aussi psychologique et moral. Voilà. Grosso modo, voilà. Et vous alors ça, c'est pour le film. Hein. Pour le film, Maintenant, là, j'ai un livre que j'ai intitulé « Les nouveaux esclaves ». Les nouveaux esclaves. Voilà. Vous voulez dire que vous écrivez aussi, à part le journalisme, à part l'interprétariat, vous écrivez aussi? J'écris, oui. C'est ce qui m'a même permis d'écrire. Là, actuellement, je suis en train de travailler sur une série télévisée, sinon deux. J'ai une série télévisée sur laquelle je travaille. Là, je suis en train d'écrire le quatrième épisode, parce que ce sera une série télévisée qui va se faire en 3 saisons, de 12 épisodes par saison. Là, je suis en train d'écrire le 4e épisode. Pour le livre, j'ai intitulé cela Les nouveaux esclaves, parce que les nouveaux esclaves, c'est qui? C'est vous, c'est moi. Pourquoi? C'est M. Tartampillon. Il y a un écrivain qui a dit « Et si l'Afrique refusait la démocratie ?» Ou si l'Afrique refusait le développement. Les gens avaient crié. Mais quand vous regardez la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que l'Afrique a tout pour réussir. Mais l'Afrique est toujours à la traîne. On ne peut pas apporter notre voix au concert des nations. Quand vous prenez la balance commerciale, et c'est ça qui me tue, quand vous prenez la balance commerciale mondiale, l'Afrique ne fait même pas... Je ne suis pas économiste, mais la part de l'Afrique est négligeable. Et ça, c'est un euphémisme. Et je me dis, comment est-ce qu'un continent aussi riche dans son sous-sol, aussi riche, doté par la nature, peut être encore à la traîne? Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui doit être fait. Et ça, je reviens encore sur le reformatage des mentalités. Les Africains doivent apprendre, il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Le peuple doit se sauver lui-même. On doit reformater nos mentalités et savoir que le développement de notre pays, c'est à nous de le faire. Donc c'est ce que j'ai essayé de... Le livre, c'est... Le livre est déjà disponible? Non, c'est une fiction. Là, je cherche un bon doyen professeur pour me préfacer cela.
et je vais ensuite chercher une maison d'édition. Donc c'est à ça que je consacre mes journées. Et voilà. Et là, je suis en train de travailler sur, avec un partenaire à moi, Brice Brun. Nous travaillons sur... Brice Brun qui a fait LCD aussi. Voilà. Lui, ça fait... On a travaillé, on se connaît depuis 30 ans. Et il a été mon réalisateur tout le temps que j'ai été à LCD. Toutes mes émissions, c'était lui. Donc ça a été du coup plus facile pour moi de me remettre à travailler avec lui. Voilà. D'accord. Donc vous faites de la production, si on résume un peu ce que vous faites. Oui, absolument. Absolument. Et là, on est en train de travailler sur une trilogie documentaire. On travaille sur une trilogie documentaire et le documentaire sera bilingue et décliné en beaux livres, bilingue également. Donc il y aura la version française, la version en anglais également. Et la trilogie, c'est Porto Novo, Ouida et on va probablement choisir Niki. D'accord, voilà. Mais ça c'est du tourisme. Vous voulez parler de tourisme béninois ça va au-delà du tourisme. C'est-à-dire que ça va fondamentalement, c'est-à-dire, moi je regarde un peu, d'où m'est venue cette idée? C'est que quand vous allez sur YouTube, hein, puisque c'est ce que tout le monde, c'est la plateforme que tout le monde connaît, vous verrez plein de reportages ou de documentaires sur Porto Novo. Je prends l'exemple de Porto Novo. Hein, et vous prenez n'importe quelle autre ville, vous verrez la même chose. La première remarque, il n'y a pas de chiffres. Et quand vous prenez les reportages de nos journalistes, et ça je leur dis, un reportage, c'est des chiffres. Quand vous faites un reportage sur la criminalité, vous allez, faites l'expérience donc là. Suivez un reportage sur la criminalité ou sur le viol, vous n'aurez pas de chiffres. Il faut qu'ils apprennent, quand vous faites un reportage sur la... Oui, il faut vous documenter. Quand par exemple, je fais un reportage sur la criminalité à Porto Novo, il faut aller, les chiffres existent. Dans tel mois, c'est tel nombre de crimes, et voilà, si c'est escroquerie, voilà. Et c'est ça qui manque justement. Et c'est ça qui va faire qu'on aura des journalistes complets. D'accord. D'accord. Donc on retient, Tony Topanou, que vous êtes désormais au pays, vous êtes disponible, vous avez des projets pour le pays, pour le milieu de l'audiovisuel, pour le milieu du cinéma, pour le milieu de l'écriture également. En fait, absolument. Vous êtes là. Bon. Oui, mais absolument, absolument. Parce que le Bénin, on a trop de cerveau, mais on est pauvre. Quelle est la dernière fois qu'un film béninois a gagné un prix au FESPACO? Je prends simplement le FESPACO parce que c'est ce qui est plus régional. On n'ira même pas au Festival de Cannes, non. Ça doit être récent d'ailleurs. Je pense qu'au dernier FESPACO, je ne sais pas lequel film, mais je sais qu'il y a des Béninois qui ont été quand même distingués. Très bien. Maintenant, asseyez-vous et oubliez les connaissances, les visages que vous connaissez et regardez de façon critique. Moi, je me suis assis, j'ai regardé sur une des chaînes, je ne fais pas de publicité, j'ai regardé un des films qui cartonne actuellement, en moins de 15 minutes. En moins de 15 minutes, j'ai recensé une vingtaine de choses qui auraient pu être faites autrement. Moi, je dis une chose, c'est comme le footballeur qui, à la retraite, devient entraîneur. Un bon footballeur n'est pas forcément un bon entraîneur. Ça veut dire que quelqu'un qui fait le théâtre, qui a été héros ou héroïne au théâtre, n'est pas forcément un bon acteur. Et on n'a pas besoin de faire une école d'actorat pour devenir un très bon acteur. Il y a même un célèbre réalisateur italien qui dit qu'il préfère les acteurs qu'il choisit dans la rue. Pourquoi? Quand vous prenez une bouteille de coca, c'est standard. Prenez-en 1000. Le volume ne va pas changer. Mais quand vous prenez 1000 acteurs dans la rue, ce n'est pas la même expérience, ce n'est pas la même connaissance. Donc c'est beaucoup plus riche quand vous prenez quelqu'un qui a une valeur ajoutée, plutôt que quelqu'un qui sort fraîchement. Quelqu'un qui sort d'une école va vous apporter le professionnalisme. Mais le vécu qui va faire la différence, l'expérience, le vécu, vous ne pourrez pas forcément l'avoir. Alors, Tony Topanou, nous allons finir l'entretien dans quelques minutes, mais je vous propose que nous finissions l'entretien en parlant de notre pays, le Bénin. Vous êtes parti, vous êtes revenu. Comment vous trouvez le Bénin d'aujourd'hui, Tony Topanou? Ça me fait rire parce que les gens ne m'aiment pas quand je parle du Bénin. Les gens ne m'aiment pas parce que... Mettez-vous à l'aise du Bénin. Dites ce que vous avez vu. Moi, mon défaut, c'est que je dis toujours ce que je pense. Je ne parle pas pour faire plaisir aux gens parce que je ne sais pas être hypocrite. Les gens ne m'aiment pas quand je parle parce qu'ils disent « Toi, tu supportes le régime en place. » Moi, je dis toujours une chose. À votre quinto, et pas. Boubio quand même boyavi.
Même quand le gars, la personne fait mal, bien là, il faut avoir au moins l'honnêteté élémentaire de reconnaître qu'il fait bien et ensuite rentrer dans sa chambre et couler des larmes. Et pourquoi il faut couler des larmes? Oui, mais parce que ça te fait mal de voir que c'est lui qui réussit, ça tu n'as pas réussi. Et ça nous ramène où? Au patriotisme. Oui. Ça veut dire qu'on n'est pas encore assez patriote. Il nous faut être patriote. Quand moi je regarde le Bénin a évolué. Le Bénin a sérieusement évolué. Sur quel plan vous allez dire, comme tout le monde, sur le plan des infrastructures, c'est ça? Non, pas seulement sur le plan des infrastructures. Aujourd'hui, quelle est la critique principale qu'on fait au Bénin? On dit il n'y a pas les droits de l'homme ne sont pas respectés. Ouais, mais quand vous êtes... Oui, mais le premier défaut, la première chose qui n'est pas bien, c'est quoi? Je l'ai dit au début de cette émission, je crois. Oui. Quand le blanc veut vous prendre, le blanc regarde, c'est-à-dire l'expatrié, il regarde, ah voilà ses qualités, ah ça m'intéresse, ça va m'apporter un plus. Ah ça, ce sont ses défauts. Bon, ça c'est son problème, je m'en fous. Mais quand le Béninois veut te prendre, c'est tes défauts-là qui l'intéressent. Hein. C'est-à-dire ton dossier peut être plus joli que ce qui... C'est-à-dire tu peux avoir le profil adéquat. Est-ce que vous n'êtes pas trop pessimiste? Non, ce n'est pas du pessimisme. Bon, c'est pas du pessimisme. Je ne dis que ce qui se passe. Oui. Et c'est ça qui nous retient. Donc ça n'a pas changé par contre? Ça n'a pas changé. Ou en tout cas, je reviens dessus. Hein, oui. Et je sais de quoi je parle. Il faut qu'on change fondamentalement les mentalités. Tant qu'on ne va pas changer les mentalités, ce pays va faire un grand bond en avant et faire 2 grands bonds en arrière. Et du coup, vous avez l'impression que vous décollez et on vous ramène encore en arrière. Mais ça prend du temps de changer les mentalités. Oui, mais ça prend du temps. Oui, mais déjà moi, quand j'allais à l'école, on faisait la leçon de civisme. Je ne sais plus si aujourd'hui les élèves font civisme. On faisait patriotisme. Je ne sais plus si les élèves font patriotisme. Donc moi, ce que je vais dire par exemple, c'est qu'il faut... Et en plus, on avait les jeunes bacheliers, les jeunes bacheliers JBR, les jeunes bacheliers révolutionnaires. Oui. Ça me fait rire parce que c'était au temps de la Révolution. Oui. Mais moi, je crois que ce sont des structures, ce sont des choses qui apprennent le patriotisme, le civisme, c'est ça. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Regardez comment les gens conduisent. Le gars, c'est-à-dire, parfois, moi, je dis... Ils conduisent à la limite comme des gens qui ont 2 pieds gauche. Le gars va à droite, il va se mettre à gauche, oui. Et il te coupe devant et il t'insulte proprement. Oui. Parce que tout le monde pense qu'il est roi. Personne n'a son couloir réel qu'il respecte. Et ça, c'est un manque de civisme. Oui. Le patriotisme, c'est de savoir, même si lui qui est là, je ne l'aime pas, s'il fait bien pour le pays, on est là pour le pays. On n'est pas opposant parce qu'on a l'esprit de critique, non. Oui. On est là pour apporter un plus. Bon, vous êtes chef d'État. Ok, moi, je suis dans l'opposition. Vous faites quelque chose. Mon rôle n'est pas de venir vous encenser. Je ne suis pas taré, quoi. Bien sûr, ouais, bon, mais mon rôle est de dire, ah, ça qui a été fait, c'est peut-être bon, mais on aurait pu faire autrement et de dire ce qu'il faut faire. Ben, si vous dites ce que vous faites, c'est que vous donnez des armes au pouvoir de faire bien les choses, alors que c'est ça le patriotisme. Mais c'est ça le patriotisme. Oui. Regardez un peu comment la politique se fait à l'extérieur. Oui. Aujourd'hui, je suis charmé, je suis heureux qu'on ait des partis politiques. Mais au lieu que ces partis soient des caisses de résonance, il faut que ces partis soient des caisses de raisonnement. Il ne faut pas être des caisses de résonance. Il ne faut pas être des caisses où il faut toujours... Non, quand vous critiquez, que vous n'apportez rien, ça ne va pas. Et c'est ce que je suis désolé de le dire. Moi, j'ai dit ça dans le livre que j'ai écrit. Oui. Et je vais tout faire pour essayer de publier ce livre. Parce que je me dis, c'est un livre qui va apporter un plus à ce que nous vivons. Vous avez besoin de vous désaltérer un peu. Absolument. Vous permettez de le faire. Et ça va être peut-être pour nous la descente. Vous allez conclure cet entretien. Nous avons fait 52 minutes ensemble, Tony Tofano. Honnêtement, c'était un plaisir pour moi de vous revoir après toutes ces années et de faire cette émission avec vous dans un décor que je trouve fantastique, loin de nos kakémonos et fauteuils habituels. Donc, vous allez conclure cet entretien, Tony Tofano. Bon, je dirais simplement, je remercie l'équipe technique. Hein. Quand j'ai vu... Juste Domingo. Ah oui, mon ami Domingo. Avec vous. Absolument, on en a vécu. Ouais. On en a connu des pas mûres et des vertes. Ouais. Et je remercie surtout votre équipe technique. J'ai vu des jeunes, j'ai vu le réalisateur, les techniciens, j'ai vu des jeunes. Et ça me fait plaisir. Ouais. Et je disais à Juste, j'ai vu la minutie avec laquelle celui qui me plaçait le micro le faisait. Ouais. Et ça m'a fait revivre LC2. Et je me dis,
à l'extérieur, ils n'ont pas toujours le temps de... Vous voyez parfois à l'extérieur, on vous met le micro en bas, mais ici, le gars, il prend tout son temps, il veut s'assurer que tout est bien fait. Je remercie l'équipe technique et je dois surtout vous remercier de m'avoir donné cette opportunité. Et je dois surtout remercier notre pays d'avoir encore des gens comme vous qui sont patriotes et qui savent ce qu'il faut pour ce pays et qui se battent pour ce qui doit être fait pour ce pays soit fait. N'en déplaise à ceux qui sont des grincheux et qui n'aiment pas qu'on avance. Nous, on va avancer, on ira même très loin. Voilà. Merci beaucoup, Tony Topanou. Franchement, c'est un énorme plaisir pour moi de vous avoir reçu sur l'entretien du dimanche. C'est un honneur que vous me faites de venir sur ce plateau parce qu'il y a plusieurs télévisions. Vous aurez pu aller ailleurs, mais vous avez dit non, vous viendrez sur ce plateau. Et donc, c'est vous qui me faites plutôt honneur d'être passé ici. Il y a peut-être plusieurs plateaux, plusieurs chaînes de télévision, mais il y a un seul Don Clam. Oui, bon, voilà. Et je le dis toujours, Don Clam et moi, c'est une autre histoire. Absolument. Et c'est l'histoire d'une autre semaine. Voilà. Merci beaucoup. Merci Tony Topanou. Je sais que vous êtes encore là, dans tous les cas de figure. On aura l'occasion de parler de bien d'autres choses. Aujourd'hui, on a parlé des médias, on a parlé donc de notre environnement de travail, mais je sais qu'il y a plusieurs sujets sur lesquels vous marquez votre disponibilité pour échanger avec les uns les autres. Donc, absolument, absolument. On aura certainement besoin de vous. Dès que vous avez besoin de moi, moi je serai toujours là parce que tout ce qui va faire avancer ce pays, moi je serai toujours là pour le dire. Je ne suis pas, je ne raisonne pas, je raisonne. Voilà. Je ne suis pas là pour dire ce qui plaît aux gens, je suis là pour dire ce que je pense. Ouais. Je crois quand même que du haut de mes cinquantaines achevées, j'en ai vu, j'en ai connu et il faut que la jeune pousse comprenne le pourquoi de certains comment. D'accord. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM. C'était l'entretien du dimanche spécial comme je l'ai dit, parce que nous avons découvert un cadre dans lequel nous avons voulu tourner cette émission. Le cadre, c'est bien évidemment Grille Spot, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est sur la route des pêches. Et puis, vous pouvez y faire toutes vos manifestations. Nous avons parcouru la maison, nous sommes allés au salon, au bar, nous sommes descendus dans la piscine sèche pour que nous puissions justement parler du parcours de Tony Topanou depuis 21 ans exactement qu'il a quitté le Bénin et que désormais il est revenu dans son pays, les projets qu'il a et les perspectives. J'espère que vous avez pu passer d'agréables moments en notre compagnie. Je vous remercie, je vous souhaite un bon appétit. Nous, on continue de trinquer, Tony, de prendre notre verre et de finir en vous souhaitant donc un très bon appétit, mesdames et messieurs. Je vous retrouve dimanche prochain avec le même plaisir. Merci beaucoup et à dimanche prochain.